Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cassé Édition. Aujourd'hui, nous vous présentons le livre de Pavel Hack, Autobiographie, paru en octobre 2024. Pavel Hack est né en Bohême, exilé en France en 1986, diplômé en philosophie à la Sorbonne. Il est l'auteur de plusieurs romans. Après le très remarqué Sniper 2002, édition Tristram, il obtient le prix Vepler pour Trans, 2006, édition du Seuil, publie Warax, 2009, édition du Seuil, et se voit décerner le prix littéraire des jeunes européens pour Vomito Negro, 2011, édition Verdier. Puis, il publie Autobiographie et Trust, aux éditions Cassé. Ces livres sont traduits dans plusieurs langues. Bohême, début du XXe siècle. Amérique, année 1930. Prague et Paris, année 1942. Tchécoslovaquie, années 1960 et 1980. Rio de Janeiro, Sarajevo et New York aujourd'hui. Désormais, installé à New York, le narrateur s'interroge sur ses origines, sa vie d'émigré, sa véritable identité et ses autres vies possibles. Des souvenirs d'enfance et l'histoire de sa famille, frappée d'abord par la violence nazie, puis par la répression communiste, se chevauchent avec la grande histoire, ainsi qu'avec les destins parfois rocambolesques, de personnages fictifs hauts en couleur et évoluant dans les désordres de l'époque contemporaine. Alternant mémoire personnelle, événements historiques et fiction, Autobiographie est une grande fresque romanesque portée par une vision du monde décapante. Les extraits sont lus par Christophe Mileski. New York City, West End Avenue. Je respire enfin. Après l'étouffante expérience du totalitarisme vécu dans ma jeunesse, en Tchécoslovaquie communiste, à la périphérie du bloc soviétique. Passé lointain, balayé par le temps, le totalitarisme est un monstre prêt à ressurgir à tout moment. Dans les tréfonds de la nature humaine, une volonté féroce d'anéantir la liberté d'autrui gronde toujours, inextinguible, despotique, cherchant à réaffirmer sa terrible puissance destructrice. Après cette confrontation avec les impitoyables mâchoires de l'étau totalitaire, c'était l'émigration. Mon passage illégal de la frontière entre la Yougoslavie et l'Italie. Bond osé d'un bloc idéologique à l'autre. Mes premières impressions de l'Ouest, mon séjour dans un camp de réfugiés, le refus des bureaucrates américains de m'accorder un visa d'émigration pour les USA, l'obtention de l'asile politique en Italie, mon choix de m'installer à Paris, j'en parlerai. La galère que représente une vie d'émigré, je cracherai tout, impartial. Première partie. American Dream. Bohême, Hambourg, New York, 1900. Paysage de Bohême, nuit, sifflement de vent. Il se réveilla transi de froid. Les ténèbres voilaient encore le paysage, mais l'aube n'était pas loin. Il remua dans les ronces. Avant de comprendre où il se trouvait, il sut qu'il devait repartir au plus vite, quitter sans tarder cet endroit où il était tombé la nuit, terrassé par la fatigue, éreinté par cette interminable marche sur une route boueuse pleine de flaques d'eau. Il se libéra des ronces. Son corps ankylosé lui faisait mal. L'herbe givrée annonçait l'arrivée des premiers gels. Bientôt, s'il ne parvenait pas à mettre fin à cette vie d'errance, il serait fauché par le froid. Son corps, exténué par l'effort physique et le manque de nourriture, était désormais trop faible pour résister aux rudes conditions de l'hiver. Fatalement, à la première grosse chute des températures, il serait condamné à perdre dans ce combat inégal avec l'interminable route, le froid et la faim, à l'instar de tous ces vagabonds anonymes morts chaque hiver dans leurs refuges précaires, bâtis à l'aide de quelques planches de bois et de bâches sous un rocher ou dans un fossé. Il se leva avec précaution. La faim lui fit tourner la tête. Ce matin-là, il se sentait beaucoup plus fébrile que d'habitude, malgré une cueillette de mûres qu'il avait mangée avec une lenteur calculée pour se donner l'illusion de se nourrir. Dressé dans la grisaille de l'aube, il attendit que ses vertiges cessent. Puis, les jambes encore flageolantes, il reprit la route. Les environs de son refuge nocturne étaient déserts. Un silence pesant planait au-dessus des pâturages noyés dans la brume. Au bout d'une heure de marche, il inspecta l'horizon en cherchant du regard la Syrie,
où il voulait se faire embaucher. Aucun signe de hauts fourneaux, aucune trace de fumée industrielle. Il recommença à marcher. La boue alourdissait ses pas, le froid continuait de geler ses os. Le brouillard stagnait au-dessus des pâturages couverts de givre. Des nuées de corbeaux survolaient la route en croassant. Après une autre heure d'effort, il fit une nouvelle halte, scruta la campagne, pensa avec amertume qu'il finirait par retomber dans le fossé avant d'atteindre l'usine, terrassé par un épuisement dont il ne se remettrait jamais. Deuxième partie. Dans les rouages du Reich nazi. Prague, Paris, 1942. Vers 6 heures du matin, comme promesse d'une merveilleuse journée de printemps, les premiers rayons de soleil commencèrent à miroiter à la surface de la Vltava, qui depuis des temps immémoriaux, indolente et majestueuse, s'écoulait paisiblement dans la vallée enchanteresse au sud de Prague, dominée par les célèbres rochers de Barrandov. Outre le cadre somptueux que cette unique formation géologique du début du Dévonien offrait aux stars de cinéma, que les Pragois pouvaient apercevoir en compagnie des membres illustres de la grande bourgeoisie tchèque dans un établissement de luxe situé à cet endroit, les rochers préhistoriques enfermaient dans leurs coffres-forts de pierres antédiluviennes des organismes vieux de quelques 400 millions d'années. Fleuri et verdoyant, le pays tout entier vibrait de cette inexprimable émotion chargée de l'irrépressible désir de vivre que procure le printemps en Europe centrale et que ressentaient tous les habitants de la Bohême, malgré l'effroyable chape de plomb de la politique de la terreur qui, en ce début de mai 1942, frappait de plein fouet tous les individus réfractaires aux diktats du pouvoir nazi. L'homme enregistré dans les dossiers secrets de la police du Reich sous le code K9 buvait son café devant la baie vitrée de sa villa incrustée dans les hauteurs de Barrandov, tout en contemplant ce spectacle printanier, qu'il jugerait sans doute plein de poésie, citant au passage Hölderlin ou Rilke, s'il n'était pas plongé dans une bien plus sérieuse réflexion sur l'État, la sécurité, l'ennemi et les impératifs d'action que doit respecter tout pouvoir qui aspire à bâtir un État fort et à réaliser sa véritable substance, l'instauration de l'ordre. Quatrième partie, Empire State Building, New York, Chicago, vers 1930. C'était vendredi. Ils étaient crevés après une semaine de travail éreintant dans le froid de l'automne. Mais le chantier ne tenait pas compte des conditions météorologiques. Le gratte-ciel qu'ils construisaient s'élevait à une vitesse record, au rythme de 3 ou 4 étages par semaine, au-dessus des fondations en béton creusées à plus de 10 mètres sous terre. Embauchés comme skyboys pour bâtir un gratte-ciel qui ferait de New York le centre du monde, ils démarraient leur travail dès que la lumière du jour permettait d'attaquer l'assemblage de l'armature en acier. Il se passait quelque chose au cœur de Manhattan. Tout le monde le sentait, les ouvriers et le maître d'œuvre, aussi bien que les habitants de New York et les journalistes. Le building qui sortait de terre donnait du vertige aux passants. Sa croissance spectaculaire excitait les gazettes. Sa hauteur annoncée rendait insomniaques les promoteurs immobiliers concurrents. De l'avis général, l'Amérique était en train d'immortaliser sa puissance dans des matières capables de résister au temps, le béton et l'acier. Le monde entier avait les yeux rivés sur cet exploit. Sixième partie. Ma jeunesse à Prague. Prague, Isola, Trieste. 1984-1986. Café Slavie. Un soir d'automne de 1984. Ce fameux soir-là, le monde se mit à délirer. Avec mon ami Kotchus, cofondateur de notre groupuscule conspirationniste, nous discutions de littérature et de politique. Débats interminables, disputes féroces, proclamations tonitruantes de nos convictions. Nos échanges enflammés se déroulaient dans une ambiance de clandestinité que tous les mouvements d'underground de l'Ouest pouvaient nous envier, parce que nous risquions réellement d'être dénoncés à tout moment, par un de ces mouchards qui, envoyés par la police secrète à tous les endroits où se rencontrait la jeunesse contestataire, traquaient les propos contre l'État communiste.
Nous rêvions de renverser le bolchevique. No future hurlaient les Sex Pistols de l'autre côté du rideau de fer, libres de hurler leur rage. Les drogués de Londres ne savaient rien du régime carcéral de l'Est. Le régime communiste était un enfer totalitaire qui supprimait d'un coup de faucille les libertés individuelles et cognait avec un marteau sur tous les récalcitrants. Mais la surveillance et la répression omniprésente ne nous empêchaient pas de rêver d'une action subversive qui ébranlerait ce monstre tyrannique et sénile qui nous tenait enfermés dans cette cage de dogmes et d'interdits.